Ce court cauchemar vous est présenté dans le cadre du financement participatif du jeu de rôle Paria, tiré de l'univers Night, dès le 14 novembre. Bonne écoute. La peinture aveugle. Avant 2034, ma femme, Mira, travaillait dans la restauration d'œuvres d'art depuis des années. Son art lui a permis finalement d'être promue à la tête du département artistique de la fabrique. Elle a toujours été une artiste talentueuse. J'étais incroyablement fière. Même en pleine fin du monde, elle continuait le travail de ses rêves. Au début. La première année, elle était aux anges. Même lorsqu'elle travaillait 60 heures par semaine, même lorsqu'elle restaurait des œuvres d'art célèbres ou des œuvres si anciennes que toute erreur ou mauvaise interprétation aurait littéralement détruit l'histoire. Ce sont ses mots, pas les miens. Mais elle était vraiment heureuse. Au cours des années, nous avions instauré une tradition. Je la rencontrais dans ses bureaux à la fabrique pour le déjeuner, et elle s'extasiait sur son travail. Mais il y a un mois, quelque chose a changé. Je l'ai remarqué pour la première fois dans ses yeux, alors que nous étions en train de dîner. Elle regardait au loin, une expression indéchiffrable sur le visage. Elle avait l'air complètement épuisée. « Alors, sur quoi tu travailles ?» J'ai essayé de rompre le silence. D'habitude, elle donnait l'information librement et avec enthousiasme, mais elle était restée silencieuse sur cette œuvre, presque évasive. « Tu en as peut-être déjà entendu parler ?» m'a-t-elle dit. Et puis, finalement, son visage s'est éclairé. C'est une peinture nommée Portrait aveugle. J'ai secoué la tête et lui ai demandé de m'expliquer car je connaissais pas ce tableau. Et pour la première fois, elle m'a dit non. Puis, elle a continué d'un air narquois. « Tu vas l'adorer quand tu la verras. » Ce n'était pas une des œuvres de la fabrique, m'a-t-elle dit. Elle provenait d'une communauté où se situait un musée anciennement prestigieux. Elle participait à la restauration après qu'une équipe ait essayé sans réussir. Ils ne l'avaient pas traitée comme elle le méritait, a-t-elle ajouté. Ils avaient échoué. Elle parlait de l'œuvre avec tant d'affection que je comprenais pourquoi elle y consacrait tant d'heures. Mais peu de temps après, elle a commencé à changer. Ses heures de travail, déjà épuisantes, se sont transformées en une quasi-vie dans ses bureaux, avec plus de 80 heures par semaine. Elle rentrait tard la nuit. Lorsque je la rejoignais pour le déjeuner, elle m'ignorait et s'enfermait dans le laboratoire jusqu'à ce que je renonce et que je retourne au travail. Il se passait parfois des jours sans que je la voie. Mais lorsque je la voyais, je pouvais sentir que quelque chose la rongeait. Elle avait l'air harassée. Ses yeux noisettes, autrefois magnifiques, étaient aujourd'hui fatigués. Ses yeux noisettes. C'est la première chose que j'avais remarquée chez elle quand je l'ai rencontrée. Là, ils avaient commencé à paraître plus ternes et injectés de sang, presque comme s'ils reculaient dans son crâne. Au cours de la semaine suivante, j'ai dû lui demander 1000 fois comment elle allait, car une sorte de panique semblait désormais se lire sur son visage. Et elle ne m'a jamais répondu. Et finalement, elle m'a confié la source de son stress. Ils disent que je n'avance pas assez vite, que je m'investis pas assez. Elle me regarde, les yeux rouges, mais sans larmes, comme si elle avait déjà pleuré pendant des heures et qu'il ne lui restait plus rien. Il faut que ce soit prêt, il faut que ce soit vu, mais j'ai plus la force. Elle a ajouté ça après m'avoir étudié, pendant un long moment, une manière qui m'a mis étrangement mal à l'aise. J'étais vraiment énervée contre la fabrique. Mira a toujours été l'une des travailleuses les plus acharnées que j'ai jamais connues. Et je dis pas ça uniquement parce que je l'aime. Elle se donne à fond dans chaque œuvre d'art qu'elle restaure. Et je n'ai jamais entendu dire qu'il la pressurisait à ce point. Peu de temps après, elle a ramené le tableau dans son atelier au bout du jardin. Je savais qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. J'avais suffisamment appris de ces années de travail pour savoir qu'en fonction du support, les œuvres ne devaient être exposées qu'à certains types de lumière, d'environnement et de température. Elle avait toujours traité les œuvres d'art sur lesquelles elle travaillait avec beaucoup d'amour et de respect. Aussi, lorsque je l'ai vue se diriger vers notre vieux hangar, sale, avec l'œuvre serrée contre sa poitrine, enveloppée dans un vieux drap crasseux, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout.
Le lendemain après-midi, j'ai quitté le travail plus tôt. Je n'arrivais plus à avancer et j'étais trop angoissée. J'espérais avoir une conversation sérieuse avec elle après qu'elle soit rentrée du bureau dans la nuit. En attendant et pour planifier ce que j'allais lui dire, je me suis dit que j'allais faire quelques travaux dans la maison. J'ai allumé la lumière du garage et j'ai sursauté. Elle était là, dans le noir, immobile, alors qu'elle aurait dû être au travail. « Chérie, tu te sens bien ? T'es rentrée parce que ça va pas ?» Elle me dit alors « Où est la scie ?» Elle parlait comme si elle ne m'avait pas entendue. Sa voix était tendue, tremblante, comme si elle avait crié pendant des heures. Si je ne l'avais pas vue prononcer ces mots, je n'aurais jamais imaginé qu'un tel son aurait pu sortir de sa bouche. J'étais tellement surprise que toute envie de parler de son état avait complètement disparu. « Laquelle ? » ?»« La circulaire. »« Là, sur l'étagère, tu veux de l'aide ?» Elle a pris la scie dans ses bras, s'est retournée et est partie dans son atelier au bout du jardin. Ses yeux noisettes, fatigués, n'ont même pas croisé mon regard. Elle est restée là-bas tout le reste de la journée. J'entendais le ronronnement de la lame qui s'efforçait de couper un matériau dur, même depuis la maison. Elle a finalement fait son apparition pour dîner ce soir-là, mais elle était pâle et marchait lentement. Sa main droite était enveloppée dans d'épais bandages. Je me suis sentie malade et coupable à la vue du sang qui la maculait. Elle a refusé de me laisser voir sa blessure et m'a violemment crié dessus lorsque je lui ai dit qu'il fallait aller voir le médic. Je suis pas du genre à m'immiscer dans sa vie professionnelle, mais là, j'avais atteint mon point de rupture. J'ai alors décidé de parler à la boss de Mira, la patronne des départements techniques de la fabrique. Mira et elle travaillaient ensemble depuis si longtemps que nous la connaissions assez bien. Nous avons même dîné avec elle et sa famille à plusieurs reprises. Je suis allée jusqu'au siège et j'ai demandé à la voir. Et je savais pas trop à quoi je m'attendais. Une discussion animée peut-être, une confrontation. Mais dès qu'elle m'a vue, elle m'a serrée dans ses bras. « Je suis vraiment désolée que nous ayons dû la suspendre. Comment va-t-elle ? Nous espérions qu'elle trouverait de l'aide. » La confusion que je ressentais devait se lire sur mon visage, car son expression a changé pour correspondre à la mienne. « Elle ne t'a rien dit ?» J'ai secoué la tête bêtement et j'étais complètement décontenancée par l'enchaînement des événements. Mira, elle a passé tout son temps à travailler sur cet horrible tableau. Nous ne sommes même pas sûrs de sa provenance. C'est pas l'un de notre collection et on sait même pas où elle l'a trouvé. Elle m'a dit qu'il provenait d'une communauté que vous aidiez, ai-je répondu. Elle a alors froncé les sourcils. Non, nous ne sommes associés à personne en ce moment et nous avons trop de travail à faire pour aider quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est pour ça que nous avons dû la mettre en congé. Elle négligeait complètement son travail ici. Et c'est aussi l'effet que ce tableau avait sur elle qui nous inquiétait. Cette œuvre, elle est atroce. Je le dis pas souvent, mais c'est pas de l'art. L'art, ça a une âme, quelque chose à vous donner. Cette œuvre, elle n'a rien à donner. Elle ne fait que prendre. Je suis rentrée chez moi, furieuse, et abasourdie que ma femme, normalement honnête, me mente depuis des semaines. J'ai appelé Mira, mais elle n'était pas dans la maison. Je me suis approchée de son atelier pour vérifier qu'elle était bien là, mais elle n'y était pas non plus. Je suis entrée. Je me suis approchée du tableau. Elle n'avait fait aucun effort pour cacher ce qu'elle faisait. Elle ne pensait même pas que c'était mal. Et par où commencer ? Le tableau lui-même était une atrocité. J'avais demandé à Leslie ce qu'était le portrait aveugle, puisque Mira refusait de me le montrer. Après son comportement inquiétant, honnêtement, je me suis dit qu'il fallait que je sache sur quoi elle travaillait. Leslie m'a expliqué que portrait aveugle n'est pas le nom d'un tableau, mais plutôt d'une technique. Il est exactement ce que son nom laisse deviner. Un portrait dessiné sans que l'artiste ne le regarde. Peut-être comme un exercice créatif ou pour s'exercer au principe de base. Mais non. Le tableau sur lequel ma femme travaillait était impeccable. Quelqu'un l'avait manifestement réalisé avec toute sa vision et son intention. L'œuvre était peinte de manière minutieuse, jusque dans les moindres détails. Et je suis pas une experte, mais la fluidité, la façon dont les couleurs étaient mélangées, les vêtements et les cheveux sur fond de rouge tourbillonnant, tout ça était vraiment captivant. Et je suis pas une experte, mais j'ai le sentiment qu'il aurait même eu le statut de chef-d'œuvre s'il n'avait pas été aussi dérangeant. Le sujet, une jeune femme, était vraiment magnifique. Ou plutôt,
Elle l'aurait été si la chair au-dessus des dents, exposée, n'avait pas été déchirée d'une manière telle qu'elle ressemblait presque à une ablation de la lèvre supérieure. Les dents, la rangée du dessus, puisque la mâchoire inférieure avait totalement disparu, d'un blanc éclatant sur le fond rouge, étaient si détaillées, si réalistes, racines et tout, que j'avais l'impression de pouvoir presque les atteindre et les toucher. J'ai compris pourquoi le portrait était appelé aveugle. La jeune femme n'avait pas d'yeux, mais des trous sombres dans son crâne à l'endroit où ils auraient dû se trouver. Les 2 ruisseaux de sang et les dommages causés à la peau délicate qui les entoure, que l'artiste a minutieusement détaillés, suggèrent qu'ils ont été là à un moment ou à un autre. Plus je regardais et plus j'avais envie de tendre la main et de toucher l'œuvre, de la compléter. Je me suis sentie avancer à grands pas vers elle, griffant ma peau, cherchant à atteindre mes yeux. Elle aurait l'air tellement incroyable avec une paire de ses propres yeux. Ce qui m'a finalement fait sortir de ma transe, c'est lorsque je me suis approchée suffisamment pour que l'odeur me frappe. Elle était si accablante que mes yeux se sont mis à larmoyer abondamment, rompant mon contact visuel avec elle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un haut de cœur lorsque j'ai compris comment Mira l'avait restaurée. Le rouge de l'arrière-plan derrière la jeune femme avait l'odeur du cuivre et de la décomposition légère du vieux sang mélangé à la peinture. De longs morceaux d'os blanc avec des marques de coupure avaient été ajoutés au hasard pour remplir les parties manquantes du cadre. Les dents, c'était pas pour rien qu'elles avaient l'air si réalistes. Les racines, exposées, placées avec amour, complétaient celles de la jeune femme. Mira m'avait montré un sourire étrange, mais par ailleurs parfait la veille au soir. Je me demandais combien de personnes avaient essayé de restaurer le tableau. Qu'avait-elle voulu dire exactement lorsqu'elle avait affirmé qu'ils avaient échoué ? J'avais encore à l'esprit les paroles de Leslie sur le fait que le tableau ne faisait que prendre. J'ai attendu Mira pendant des heures cette nuit-là. J'ai fini par l'entendre entrer, et le bruit de notre vieux canapé a protesté lorsqu'elle s'y est installée. « Chérie ?» J'ai chuchoté prudemment. « Il faut vraiment qu'on parle. » Elle m'a ignoré, le dos tourné. J'étais inquiète, angoissée, mais je voulais pas vraiment l'ennuyer. Je l'ai laissée là, sans rien dire, et je suis montée me coucher. Je n'aurais jamais dû la laisser. J'aurais dû faire plus d'efforts pour l'aider. Au matin, je l'ai cherchée dans la maison avant de la trouver dans un coin sombre de son atelier. Elle peignait avec ses doigts, ce qui semblait être des visages grossièrement dessinés, tourbillonnant sur le mur. Même avec le peu de lumière, je pouvais deviner le médium qu'elle utilisait pour peindre. J'ai essayé d'aller vers elle. Il était clair que quelque chose n'allait pas et qu'elle avait besoin de mon aide. Mais à mi-chemin, je me suis retournée pour m'approcher de la peinture. Elle était recouverte, cachée par un vieux drap carmin qui pendait sur le sol. Et même si je détestais cette œuvre, même si elle me rendait malade, je n'arrivais pas à la chasser de mon esprit depuis que je l'avais vue. J'avais besoin de la voir, j'avais besoin de la compléter. Je me sentais comme possédée. Et je me suis avancée doucement, le cœur battant à mes tempes, presque excitée par ce que j'imaginais voir. Et j'ai étouffé un sanglot en retirant le tissu rouge qui la recouvrait. Et je crois que je me déteste encore pour l'éphémère accès de jalousie que j'ai ressenti. J'aurais tant voulu l'achever moi-même à ce moment-là. Elle était là, devant moi, terminée. Il y avait un nouvel ajout depuis la dernière fois que je l'avais vue. Une paire d'yeux, noisette. Parfait. Si vous les trouvez, d'autres cauchemars vous seront proposés lors du financement. Si cette histoire vous a plu, rendez-vous sur la page Game on Tabletop du projet Paria du 14 novembre au 11 décembre. Merci infiniment de votre soutien.